n'est pas tout à fait exact de dire que le projet socialiste n'est pas précis. Vous en êtes bien d'accord, parce que d'une part, nous prévoyons... Il y a déjà la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, qui est déjà une réforme fiscale considérable. Il y a ensuite l'adoption du prélèvement à la source, qui est une réforme fiscale considérable. J'ai dit d'ailleurs que sur ces sujets-là, et c'était le premier thème abordé par Thomas Piketty, qu'il fallait continuer à rassurer les Français et les partenaires sociaux, parce que même dans le livre de Thomas Piketty, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'assurance pour faire en sorte que soient garanties les ressources de la sécurité sociale, et qu'on a vu tellement d'États pécunieux ou tout d'un coup de problèmes de financement de l'État pour faire en sorte que cette garantie-là soit apportée. Alors, il y a des propositions qui sont faites en disant non, on met le taux de 8%, on ne bougera pas le taux de 8%. Sauf que moi qui ai participé à plusieurs gouvernements de la France et qui ai assisté au débat sur ce qu'on appelle le PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi de finances de la sécurité sociale, et qui connaît parfaitement les rouages très complexes, les tuyauteries très complexes entre l'État et la sécurité sociale, tous les ans, il y a des débats acharnés, que les Français ne voient pas d'ailleurs, au sein du gouvernement, entre les ministères dépensiers, la sécurité, parce qu'il y a à un moment une dynamique des ressources. Regardez, si la masse salariale augmente, les 8%, le rendement des 8% va augmenter. Donc est-ce qu'on va laisser à la sécurité sociale le rendement avec la dynamique des recettes, ou est-ce qu'on va laisser à la sécurité sociale les 8% au moment où la loi aura été votée? Vous voyez, c'est un débat politique très important, et ce débat-là, il est réglé non pas une bonne fois pour toutes, comme le dit Thomas Piketty, mais il est réglé tous les ans lors du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais sur les principes, nous sommes d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas les tables de la loi, non plus ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut que vous acceptiez aussi que le projet socialiste se cherche sur un certain nombre de points, je vais revenir sur le quotient conjugal, mais que vous aussi, dans les propositions techniques que vous avez, parce que pour passer de la technique à la politique, moi je suis une femme politique, donc je me préoccupe avant tout de la façon dont nous allons adapter, enfin appliquer ces décisions, parce que des discours aux actes ou des dispositifs techniques à l'application sur un sujet aussi sensible que la fiscalité, où en général ceux qui payent plus on les entend et ceux qui payent moins on ne les entend pas, ce qui fait qu'il y a une déformation souvent de la visibilité de toutes les réformes liées au prélèvement obligatoire. C'est extrêmement sensible, surtout à un moment où les Français souffrent dramatiquement de la baisse du pouvoir d'achat et où il y a un délitement de l'État-providence et où les gens se demandent à quoi servent leurs impôts puisqu'ils ne sont pas associés à la définition de l'usage des priorités de l'impôt, si ce n'est par le vote au Parlement, mais dans un cadre très contraint auquel on explique tous les ans maintenant aux Français de toute façon qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc l'objectif, c'est bien de récupérer des marges de manœuvre de deux façons. D'une part par l'allègement de la fiscalité sur le travail, et j'insiste sur cette façon de présenter les choses qui n'est pas la façon dont le projet des socialistes le présente aujourd'hui, puisque le projet des socialistes disent on va égaliser le prélèvement sur le travail sur le capital, donc immédiatement les gens disent ben, c'est toujours avec les socialistes, la ligne vente vers le haut et toujours plus d'impôts. Non, moi je dis que c'est un prélèvement fiscal constant, et donc on va alléger l'impôt sur le travail pour que les gens retrouvent une marge de manœuvre et du pouvoir d'achat. Donc il reste à sécuriser donc, les Français sur ce qu'ils vont donner à la sécurité sociale pour que derrière on n'ait pas comme on voit aujourd'hui la privatisation des hôpitaux, le non-remboursement des médicaments, et que l'on puisse garder la sécurité sociale, la dynamique des recettes, c'est-à-dire ces 8% non pas en valeur absolue mais en valeur dynamique, pour pouvoir protéger les Français contre la dépendance, qui va être un des sujets cruciaux, un des sujets les plus importants à régler dans les prochaines années, sur la création du 5e branche de la sécurité sociale avec la couverture de la dépendance. Et ça, ce sont des débats politiques majeurs qu'il faudra avoir à l'Assemblée nationale et avec les Français, parce que ce sont des choix essentiels sur l'allocation des ressources publiques qui seront désormais fusionnées entre les ressources de l'assurance maladie, de la sécurité sociale et les ressources de l'État. Donc là,
je crois que le travail doit continuer, sans se faire bien sûr dans des débats interminables, puisqu'il est bien évident que pour nous, la révolution fiscale, la réforme fiscale qui reprend l'essentiel des propositions de Thomas Piketty sera un des tout premiers textes à faire voter en début de quinquennat, parce que c'est là qu'il faut en effet remettre les cadres de l'action publique. Première observation. Ensuite, il y a le débat qui passionne Thomas Piketty, parce qu'il s'énerve même sur ce sujet-là contre les socialistes. Pourquoi vous n'êtes pas plus précis, etc. Engagez-vous, signez ma charte sur la suppression du quotient conjugal. J'ai l'impression parfois de voir Nicolas Hulot exigeant de signer la taxe carbone. Je n'ai pas signé la taxe carbone. Non, signez-en une autre, mais signez-en une. C'est tout moi ce que je demande. Oui, non, mais ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Non, le tout c'est que ce soit précis. Et moi j'ai pas compris. De quoi s'agit-il? Parce que là aussi, ce n'est pas rien, le quotient conjugal, le quotient familial, je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, c'est né de la libération. Il y a en France une grande tradition de la politique familiale, à tort ou à raison, n'empêche que c'est peut-être à raison, puisque nous sommes le pays où la démographie la plus dynamique, malgré la crise économique. Et c'est en même temps le pays où le taux d'activité féminin, même s'il y a énormément de problèmes avec le creusement des inégalités hommes-femmes, sur le salaire, sur la précarité, etc., c'est aussi un des pays d'Europe où le taux d'activité féminin est l'un des plus élevés, c'est-à-dire qu'on a réussi à concilier ce modèle français exceptionnel d'une forte natalité et d'un fort taux d'activité des femmes. Donc ça, il faut en tenir compte, et tous ceux d'ailleurs qui se sont frottés dans l'histoire de la réforme fiscale à la remise en cause des avantages familiaux, je me souviens, on avait tenté ça, j'étais ministre de la famille, je connais bien ces processus, ont heurté, si ce n'était pas bien fait, ont heurté une espèce de conviction profonde qui a quelque chose à voir avec l'identité française. Et pourtant, je veux faire plaisir à Thomas Piketty, je suis favorable à l'individualisation des droits, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? L'imposition séparée de l'homme et de la femme mariée, mais à une condition, car il y a quand même un problème qui subsiste, c'est que lorsque on supprime donc le quotient conjugal, avec une imposition séparée homme-femme, comme en général c'est le salaire de la femme qui est inférieur, avantage, on cesse de pénaliser le travail féminin, on dit à la femme, bah, tu me fais passer dans la tranche supérieure, finalement, c'est pas la peine que tu travailles, ou ton travail ne vaut rien, puisque c'est prélevé de tant % d'impôts. Donc on protège en effet la dignité du travail féminin, on cesse de pénaliser le couple dans la mesure où il y a un cumul de rémunération, mais il y a quand même un problème, et ça, moi je ne veux pas qu'un principe, qui est le principe de l'égalité fiscale, c'est quand même le fil rouge de cette réforme, c'est l'égalité fiscale, il ne faut pas que le principe de l'individualisation l'emporte sur le principe de l'égalité fiscale. Et donc je retourne la question, nous sommes en débat, que se passe-t-il quand une femme tombe dans le chômage? Donc il y a le salaire du mari, tout d'un coup il n'y a plus de salaire de la femme est au chômage, et donc le couple est doublement pénalisé. C'est-à-dire que ce qu'il ne faudrait pas, puisque la réforme fiscale dit c'est une réforme juste dans la mesure où tous les salaires issus du travail inférieurs à 8 000 € bruts voient leur impôt allégé, c'est bien ça, et tous les salaires supérieurs à 8 000 € bruts voient leur impôt renforcé. Il ne faudrait pas que ceux qui gagnent moins de 8 000 €, 3 000, 2 000, 500 €, 4 000 € voient leur impôt augmenter uniquement parce qu'il y a la suppression du quotient conjugal. Ce serait très injuste, c'est-à-dire on aurait comme seule exception, et une fois de plus, c'est la femme, c'est le travail féminin, c'est le chômage des femmes qui sera doublement pénalisé. Il y aura la double peine, la femme au chômage, la femme précaire et la femme qui fait perdre au foyer fiscal le quotient familial. Donc moi je suis d'accord pour l'individualisation des droits, mais il faut d'abord régler ce problème-là pour que, trouver un correctif, pour que l'allègement fiscal reste la règle générale
pour tous les revenus du travail inférieurs à 8 000 euros, que l'on supprime ou que l'on ne supprime pas le quotient conjugal. Alors à vos calculettes. Autre sujet fiscal qu'on n'a pas encore abordé, la fiscalité écologique. Il y a eu un gros débat l'année dernière sur la taxe carbone qui a été finalement rejetée par les Français, puis a contribué. Faut-il utiliser la fiscalité pour renforcer la politique environnementale de la France? Rappelons jusqu'en 2007, vous étiez très favorable à une fiscalité écologique, c'était une priorité pour vous. Vous aviez signé d'ailleurs le pacte bio. Voilà. Puis finalement, vous avez changé d'avis alors? Non, j'ai signé sauf la taxe carbone dès le départ, parce que j'ai signé le pacte en l'accompagnant d'une lettre précisant que pour moi la fiscalité écologique, c'était pas une fiscalité punitive, c'était une fiscalité qui permettait d'orienter les comportements. Et que chaque fois la fiscalité écologique doit aussi permettre un gain de pouvoir d'achat pour les catégories moyennes et les catégories populaires. Sinon, sinon les gens vont se retourner contre l'écologie. Si écologie égale impôt nouveau, les gens vont dire on ne fera plus de citoyenneté écologique. Et donc à partir du moment où il n'y a pas le libre choix entre rouler polluant ou rouler propre, mettre une taxe carbone, vous avez vu avec le prix de l'essence aujourd'hui, qu'est-ce que ça aurait donné? Alors plus de 2 € le litre de carburant, alors que les gens besoin de prendre leur voiture pour aller travailler, tout le monde n'habite pas à côté d'une gare et tout le monde n'a pas encore la voiture électrique, là, même si c'est pour bientôt, parce que la voiture électrique de Poitou-Charentes sort en juin prochain. Qui ne soit pas uniquement une fiscalité locale réservée à la région Poitou-Charentes. Voilà, mais la dimension locale est très importante, et d'ailleurs au niveau de l'Association des régions du monde, qui sont réunies dans le programme des Nations Unies pour le développement, Poitou-Charentes était justement reconnue comme région exemplaire pour les actions écologiques. Nous avons fait par exemple des bonus écologiques, parce qu'il y a deux façons de faire de l'avantage fiscal ou de l'avantage social écologique. Soit on donne des bonus aux consommateurs pour acheter des biens et services écologiques. C'est ce qu'on peut faire sur les bonus écologiques, sur le matériel domestique, sur la construction écologique, etc. Baisser la TVA, c'est ce qui va reprocher le Parti socialiste, moduler la TVA en fonction du caractère écologique des biens, notamment des biens industriels, ce qui permet aussi de développer l'industrie de l'écologie en France. En tout cas, c'est tout le contraire de ce qui a été fait aujourd'hui, où le gouvernement vient de frapper très durement la filière photovoltaïque en baissant de 2 fois de suite le prix de rachat de l'énergie photovoltaïque et en divisant par 2 l'avantage fiscal donné aux particuliers pour les installations écologiques type chauffe-eau solaire, équipement photovoltaïque, filière bois, etc., qui était une des façons intelligentes d'orienter la consommation des ménages vers la consommation écologique. C'est une nouvelle niche écologique, et donc c'est vrai que je pense que le principal outil de la fiscalité écologique, c'est la baisse de la TVA qui doit se décider au niveau européen. Moi, j'avais défendu en 2007, et je le referai, c'est la TVA 0 au niveau européen pour tous les produits écologiques, afin que l'Europe puisse orienter massivement son industrie vers les économies. Très rapidement sur la taxe carbone, là moi j'ai un désaccord là, avec Ségolène, c'est-à-dire que je pense vraiment qu'on a besoin de remettre la taxe carbone sur le chantier. Je pense que la taxe carbone qui avait été votée l'an dernier, censurée par le Conseil constitutionnel, malgré toutes ses imperfections, ça aurait été mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Je pense qu'on peut faire mieux, mais il faut remettre sur le chantier cette taxe carbone. Alors en même temps, en expliquant beaucoup mieux les choses, et c'est la gauche va devoir faire beaucoup d'efforts pour expliquer ça, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas... Je pense à quoi sert la taxe carbone? La différence par rapport à la fiscalité écologique à l'ancienne, parce qu'on a déjà énormément de fiscalité écologique. C'est aussi, les Français, on a fait comme si, pour l'instant, ils ne payaient pas de taxe sur l'essence, ils ne payaient pas de taxe sur le gaz, et que d'un seul coup, on allait inventer une taxe carbone. Mais les gens, ils savent très bien qu'ils payent déjà des taxes sur l'énergie très fortes, notamment sur l'essence. Donc les gens, si on ne leur explique pas, ils vont avoir l'impression que ce n'est pas le double dividende de la taxe carbone, c'est plutôt la double peine, on paye plusieurs fois des taxes qui se rajoutent sur l'énergie. Donc il faut bien expliquer quel est l'objectif. L'objectif, c'est d'abord de rationaliser les taxes écologiques existantes. C'est-à-dire que le problème des taxes écologiques existantes, notamment les taxes sur l'essence, c'est qu'on les a créées au fil de l'eau, si je puis dire, quand on avait des besoins budgétaires, et pas du tout en fonction d'objectifs cohérents environnementaux.
C'est important, aujourd'hui l'essence est plutôt pas mal taxée, mais il y a d'autres formes d'énergie, de consommation énergétique qui sont beaucoup moins bien taxées alors qu'elles produisent autant d'effets de serre. Donc le but c'est d'avoir une taxe qui taxe de façon uniforme en fonction de ce qu'on estime être les émissions de CO2 de différentes formes d'énergie, qui taxe les choses de façon égale. Et une fois qu'on aura cet outil, on pourra l'augmenter régulièrement. Mais il ne s'agit pas massivement d'augmenter ça tout de suite, parce que sinon, comme le disait tout à fait justement Ségolène, si les moyens de transport alternatifs ne sont pas encore là, si les investissements ne sont pas encore là, si le choc fiscal sur le prix de l'énergie est trop brutal, c'est pas possible. Mais il faut quand même avoir dès maintenant cet outil, même si c'est un taux réduit pour commencer, pour ensuite faire évoluer l'ensemble de la fiscalité écologique de façon cohérente. J'ajoute que c'est aussi une des façons les plus progressistes de répondre à la question de l'allègement partiel, mais quand même l'allègement de cotisations sociales qui pèsent actuellement uniquement sur le travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer toutes les cotisations existantes par une taxe carbone. Hein. Parfois, on se fait un peu des illusions là-dessus. Mais on peut quand même en renverser, on peut quand même en basculer une partie. Et pour finir, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant que la TVA sociale. Donc je veux dire quand même, pour dire un mot sur la TVA sociale, que je pense que malheureusement le sondage a quand même une part de vérité. C'est-à-dire que la TVA sociale devient progressivement populaire. Alors bon, c'est vrai que la question est quand même très biaisée. C'est-à-dire, je pense qu'avec une question qui aurait rappelé que la TVA sociale allait grever le budget de tous les gens qui font des courses, on aurait eu, bien sûr, ça on aurait eu peut-être plus proche de 50-50. Mais ça n'aurait pas... Mais ça n'empêche... Oui, non mais je suis... Bon, moi j'ai écrit un livre pour dire à quel point la TVA pesait sur les ménages modestes, donc je ne vais pas maintenant me mettre à dire le contraire. Mais j'ai quand même été frappé dans tous les débats que j'ai pu faire en France sur la question de la réforme fiscale, à quel point on trouve beaucoup de gens attachés à la TVA sociale, y compris à gauche. Et si on n'a pas de réponse alternative à la TVA sociale à proposer, et la taxe carbone fait partie des réponses alternatives qui sont pas parfaites, hein, mais qui sont plutôt moins bêtes que la TVA sociale en tout cas. Donc je crois qu'il faut vraiment y réfléchir de près, parce que si on n'a pas de réponse sur cette question de la TVA sociale, elle viendra. Alors peut-être juste deux mots par rapport. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'il reste d'ambiguïté. Je vous le dis, hein, il est hors de question de refaire une taxe carbone. C'est hors de question. Parce que ça serait quelque chose de très injuste, vous comprenez, augmenter le prix de l'essence, c'est pas la même chose pour quelqu'un qui habite près d'une bouche de métro ou pour quelqu'un qui habite dans une zone périurbaine, loin déjà, parce que les centres-villes sont déjà chers, donc il faut s'éloigner, qui non seulement subit déjà cet éloignement et qui en plus n'a pas le choix de prendre sa voiture pour aller travailler. Et donc l'écologie, jamais, avec moi, ne sera punitive, jamais. Sur la TVA sociale, et puis on ne peut pas dire à la fois que la réforme fiscale résout l'ensemble des problèmes des prélèvements obligatoires pour financer le développement économique d'un pays, l'État-providence, et donc le projet de l'excellence environnementale, et aller chercher un impôt spécifique pour financer l'excellence environnementale qui doit être au cœur du projet du relèvement de la France. La seconde observation, c'est sur la TVA sociale. Alors, une bonne fois pour toutes, si certains Français se font duper, c'est parce que le mot social est un abus de langage. Ce n'est pas la TVA qui est sociale, on a mis le mot social pour expliquer que cette TVA allait financer les dépenses sociales. Donc tant qu'il y aura cet abus de langage, c'est-à-dire l'accollement du mot TVA et du mot social, les gens penseront qu'il y a une TVA sociale. Donc quand le mot social est un mot positif, les gens se disent « Ah bah oui, TVA sociale, TVA... » Non, la TVA, c'est une augmentation des prix. C'est une TVA. Point. J'en profite une nouvelle fois pour souligner le travail remarquable de Thomas Piketty depuis des années. Non mais c'est vrai, on a déjà travaillé ensemble en 2007. Plus le site, hein, c'est vrai que c'est très intéressant cette démarche participative. Nous, à des heures d'avenir, on y est particulièrement sensible. Et c'est vrai qu'en écoutant tout cela, on va prendre d'autres questions, assurez-vous. Je me disais que on a parté d'ailleurs avec mon voisin, Terra Nova, c'est-à-dire qu'il y a l'idée quand même, puisqu'il y a quand même une base commune très solide entre les propositions que fait Thomas Piketty et les propositions du Parti Socialiste, comme on l'avait à l'instant, il reste un travail de conviction, de mobilisation des Français et d'affinement, on l'a bien vu, sur un certain nombre de points.
Il ne s'agit pas, bien évidemment, de faire des débats interminables, mais de passer à l'action dès 2012, quand nous serons aux responsabilités. Et je me demandais, compte tenu du succès du débat de ce soir, organisé par Terra Nova, le nouvel observateur auquel s'est joint Désir d'avenir, si nous ne pourrions pas lancer maintenant, finalement, ces états généraux de la révolution fiscale, dès maintenant, pour associer les Français dès maintenant dans cette dynamique associative, et pour que nous puissions clarifier un certain nombre de choses. Au sein de Désir d'avenir, parce que c'est vrai que vous avez peut-être une obligation d'équilibre entre... en tout cas, moi, ce que je vous propose au sein de Désir d'avenir, c'est que nous puissions lancer dans tous les départements, avec nos correspondants locaux, des réunions. Et on va solliciter Thomas Piketty qui ne pourra pas aller partout, mais dans le plus grand nombre d'endroits possible, pour démultiplier les réunions comme celle-ci, parce que ce soir, je considère que c'est l'acte 1 des États généraux de la révolution fiscale, et que nous devons aller partout sur le territoire pour être prêts à sur l'harmonisation européenne concernant l'impôt sur les sociétés. C'est en effet un sujet crucial qui devra être intégré à la convergence des politiques économiques, sociales et environnementales. Et d'ailleurs, il est fort regrettable que récemment, à l'occasion du sauvetage de l'Irlande, on n'ait pas imposé à l'Irlande un taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés pour converger vers l'Europe. Voilà très concret le conditionnement d'une intervention de l'Europe à l'obligation de converger fiscalement. Et donc ça ne s'est pas fait. Et ça ne s'est pas fait. Parce que ça n'a pas été demandé, ça n'a pas été anticipé, ça n'a pas été conditionné. Et ça n'a pas été conditionné à l'intervention de l'Europe, et c'est fort dommage. Et cette règle-là pourra être changée pour... Voilà un élément de réponse à ce que vous évoquez. Par ailleurs, dans le projet du Parti Socialiste, il y a une modulation de l'impôt sur les sociétés en fonction de la réutilisation du bénéfice, avec un allègement si les bénéfices sont réinvestis, ou s'ils servent aussi à une augmentation de la masse salariale. Et en revanche, si les bénéfices sont majoritairement distribués sous forme de dividendes, là, il y aura un alourdissement de la fiscalité sur les entreprises. Sur la Banque centrale, je pense que c'est parce qu'elle-même se finance sur les marchés. En revanche, et c'est la raison pour laquelle dans le projet des socialistes, je suis assez contente de cette proposition, parce que c'est moi qui l'ai faite, nous prévoyons... Absolument. Et au départ, les premières réactions, c'était de dire mais non, c'est pas possible, on ne pourra jamais faire ça. C'est la création d'une banque publique d'aide aux PME et l'obligation au sein des banques de distinguer les activités spéculatives des activités de financement de l'économie réelle. La question que pose Ariane Huchty est en effet cruciale. Et si ce mécanisme est là, c'est parce qu'au sein des banques, il n'y a pas de distinction entre les activités spéculatives et les activités de financement de l'économie réelle. Et quand l'État a renfloué les banques pour empêcher les faillites, c'est-à-dire quand le contribuable français a renfloué les banques, là aussi, ça aurait été le moment, et je l'ai dit à ce moment-là, c'était le moment d'exiger des banques qu'elles séparent les deux activités, elles prennent le risque sur les marchés spéculatifs, mais là, le contribuable n'ira pas les sauver. En revanche, elles ont une obligation, un quota, par exemple, parmi leurs dépôts, d'utilisation pour aider les petites et moyennes entreprises à se développer, à créer des activités et des emplois, car on est dans ce système absurde où le contribuable a renfloué les banques, où rien n'a changé sur les rémunérations, surrémunérations, bonus, abus en tout genre, spéculation, etc. Et où les entreprises se retournent vers qui? Vers les régions. Parce que c'est nous qui sommes aujourd'hui les banquiers, les banquières du réseau de petites et moyennes entreprises qui innovent et qui créent des emplois. C'est nous qui faisons les avances remboursables, c'est nous qui faisons la garantie des prêts, c'est nous qui mettons en place des sociétés de capital risque, c'est nous qui mobilisons l'épargne de proximité pour que les entreprises puissent se développer, c'est nous qui mettons en réseau les entreprises, comme je l'ai fait avec les réseaux des éco-industries en mobilisant les fonds de la région. C'est nous qui mettons en place un fonds de résistance photovoltaïque pour que malgré les coûts que nous porte le gouvernement, les entreprises sur ce secteur qui représentent plus de 30 000 emplois continuent à investir et à préparer l'après-pétrole et l'après-nucléaire. C'est nous qui faisons tout cela, alors que demain, il faudra que ce soit le système bancaire qui ait l'obligation d'utiliser les dépôts des Français
pour financer l'emploi et le salaire des Français. Voilà les bonnes ordres. Il faudrait qu'on ait la même réunion sur les autres sujets, hein, sur la TVA, la fiscalité écologique, la fiscalité du patrimoine, comme on l'a eu ce soir sur l'impôt sur le revenu. Juste un chiffre, hein, les 10% des Français les plus riches possèdent 62% du patrimoine. Deuxième observation, en effet, lorsque l'on décide, et c'est ce que nous décidons, de faire en sorte que les revenus du patrimoine contribuent comme les revenus du travail, et donc ce qui permet, je le répète, c'est très important, d'alléger la fiscalité sur les revenus du travail pour tous les salaires inférieurs à 8 000 € bruts, ça permet aussi, c'est aussi une partie d'intégration de la fiscalité du patrimoine. Quand enfin le gouvernement allège scandaleusement l'impôt sur la fortune, et une autre aberration dans cette décision, outre l'injustice flagrante manifeste, c'est qu'il avantage des gens qui ont déjà du patrimoine. Or aujourd'hui, si on a une marge de manœuvre financière, il faut aider ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui accéder à la propriété de leur maison. Il faut aider les familles qui ne peuvent pas accéder à la propriété. C'est celle-là qu'il faut aider, et certainement pas celles qui ont déjà du patrimoine. Donc le cœur de la proposition du projet socialiste sur la fiscalité du patrimoine, c'est ce que je viens de dire, hein, l'intégration des revenus du patrimoine dans les prélèvements. C'est deuxièmement une fiscalité plus juste. Pour l'instant, les choses ne sont pas très précises, mais le travail va se poursuivre pendant cette période et pendant les primaires. Il faudra dire les choses très précises, et c'est en tout cas de dégager des marges de manœuvre pour permettre aux Français d'accéder à la propriété s'ils le souhaitent, parce que là aussi, je crois que c'est un droit très important auquel il faut pouvoir répondre. Voilà. De conclure, c'est terminé. Moi, je crois que ce débat était tout à fait passionnant, vraiment, ce qui prouve une fois de plus à quel point la fiscalité est une question politique, à quel point aussi il faut refuser que les socialistes soient assimilés à toujours plus d'impôts. Non, ce n'est pas plus d'impôts que nous voulons, c'est un impôt plus juste et plus simple. Et enfin, si l'on fait une preuve, parce que vous savez, la politique par la preuve, c'est quelque chose de très important. Moi qui suis à la tête d'une région où on a aussi à gérer du prélèvement fiscal et de la dépense publique, eh bien, je suis la seule chef d'un exécutif région, département, ville qui a refusé l'augmentation d'impôts depuis le début de mon mandat. Depuis 6 ans, il n'y a pas d'augmentation d'impôts. Il y a une réallocation tous les ans de la dépense publique. C'est difficile parce qu'il faut remettre en cause l'opportunité de certaines dépenses, réinvestir dans d'autres dépenses plus prioritaires. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Français attendent de leurs responsables politiques qu'ils soient aussi responsables de la dépense publique, et que cette dépense publique soit juste, sans augmenter la pression fiscale, puisque déjà nous la rendons plus équitable, la pression fiscale constante, nous allégeons la charge fiscale sur le travail, et c'est nous, socialistes, qui défendons le mieux la valeur travail. Merci Sylvain Royal.